Merci à tous d'être ici aujourd'hui pour ce petit déjeuner d'affaires sur l'IA lancé par Septon et l'équipe innovation de Décideur Magazine. Décideur Magazine, c'est une grande aventure qui commence il y a 25 ans. Un média pour dirigeants, pour les aider à prendre de bonnes décisions pour leur croissance, sur des aspects droit, RH, finance, et qui s'est maintenant diversifié au fil du temps, avec une agence de notation d'experts. Vous avez vu à l'extérieur les guides, santé, qui sont vraiment à destination des dirigeants pour les aider à choisir les meilleurs experts et à accompagner leur croissance. Et Décideur Magazine, c'est aussi ces moments pour fédérer les communautés autour de sujets, pour en décrypter les enjeux. Et comme on le sait, l'IA ne date pas d'hier. 12e édition de Big Data AI la semaine dernière. On a tous sans doute posé une question à ChatGPT dans les derniers mois. Donc l'enjeu, c'est pas tant s'il y a une nouveauté profonde, mais plutôt quels sont les nouveaux cas d'usage. La santé n'étant pas en reste, comment est-ce qu'elle s'approprie ces nouvelles fonctionnalités? Et finalement, la question, c'est moins où est-elle que comment avancer et jusqu'à quel point. Je suis ravie d'avoir ces experts aujourd'hui avec nous pour déblayer ces sujets. Sans plus attendre, je vais vous demander de vous présenter. On commence avec vous, Maxime. Bonjour à tous, je m'appelle Maxime Bourdon, je suis associé dans le cabinet Septon Vintura, qui est un cabinet de stratégie dédié à la santé. Bonjour, moi je suis Julie Bossan, je suis responsable des projets innovation chez Medexprime. Alors Medexprime, c'est une société qui est spécialisée dans les données du réel, qui est donc souvent la source pour les IA qui sont développées ensuite. Bonjour, Éric Delafortelle, je suis associé dans le fonds d'investissement de capital risque qui s'appelle KT Health, KT Santé, qui fait partie de la plateforme KT Capital à Paris, qui est une plateforme globale centrée à Paris, mais présente aux États-Unis, en Chine et dans d'autres pays européens. Et nous sommes encore en fundraising, nous montons un fonds santé, mais qui est un fonds santé très particulier, qui est à l'interface de la tech et de la santé. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de biotech, on n'est pas focalisé sur la medtech, etc. On fait toutes les applications où la tech est maximalement utile aux applications de santé, que ce soit en medtech, en robotique, que ce soit en data, que ce soit dans tous les secteurs où la santé a du mal à adopter la tech, on facilite cette adoption. Bonjour, Dinfong Nguyen, je suis responsable de la veille et de la prospective à l'Agence de l'innovation en santé. Donc, en deux mots, pour ceux qui ne connaissent pas l'Agence de l'innovation en santé, c'était un objet qui a été vraiment annoncé par le président de la République en juin 2021, lors de l'annonce du plan Innovation Santé 2030. Et donc là, on a été créé très nouvellement fin 2022 pour notamment, entre autres, piloter tout le plan santé du plan France 2030. Bonjour, moi je suis Bertrand Lelouch, je suis le directeur financier d'Ariana Pharma. Alors, directeur financier, mon expertise, c'est d'accompagner le développement des sociétés innovantes santé. Donc j'ai vu un petit peu déjà tous les volets, biotech, medtech et services de rupture. Et c'est le cas chez Ariana Pharma, qui est un des pionniers dans l'intelligence artificielle. Ariana accompagne les biotech et pharma dans leur développement clinique principalement. Et on les accompagne pour optimiser et augmenter à la fois les temps de réalisation de ces essais et surtout le succès. Voilà. Donc l'intelligence artificielle, chez nous, c'est une plateforme et un outil extrêmement performant. Toutes les sociétés cherchent à s'approprier les meilleurs cas d'usage, voire créer les leurs. À votre avis à tous, lesquelles sont les plus matures, lesquelles sont les plus compétitives en fonction des typologies? Eric, vous voulez commencer à répondre? Alors déjà, je trouve que les sociétés les plus matures dans ce domaine d'application de l'intelligence artificielle sont celles qui parlent des applications et pas de l'intelligence artificielle. Parce que, pour deux raisons. Premièrement, le terme est galvaudé.
Il y a beaucoup de sociétés qui se peignent de la couleur IA avec plus ou moins de raisons de le faire. Donc on se méfie en tant qu'investisseur des gens qui arrivent avec les 10 premières slides de leur présentation sur l'IA sans parler de l'application précise qui est la leur. Et deuxièmement, mon collègue Hong Jie, qui était investisseur dans Garden Health il y a 6 ou 7 ans, fait toujours le point sur le pitch de Garden Health pour leur série B il y a 7 ans. Ne mentionnez pas l'intelligence artificielle. Déjà, c'était moins à la mode à l'époque. Mais surtout, il mentionnait ce que ça allait permettre d'accomplir, c'est-à-dire de trouver un signal d'ADN flottant tumoral dans le sang qui était minuscule sur un bruit énorme. Ça, c'était l'application. Et donc, en parlant de l'application, en parlant pas de l'IA, ils sont arrivés à faire un business qui était déjà mature. Je mentionnerai dans notre portefeuille Moon Surgical, qui vient d'être financé largement par Nvidia dans leur dernier tour de financement, donc il y a de l'intelligence artificielle forcément, n'en parle pas dans leur pitch. Leur pitch, c'est on a un robot extrêmement performant, et si vous voulez savoir, dans 20 slides, on vous dira qu'il y a de l'intelligence artificielle. Et pour moi, c'est un signe de maturité. Tout à fait d'accord. Maintenant, je pense que juste d'un point de vue technologique, il y a quand même des segments de marché sur la chaîne de valeur de l'industrie pharmaceutique qui sont plus ou moins matures avec l'intelligence artificielle. Je pense évidemment à tout ce qui est diagnostic, notamment l'imagerie. Sur la partie recherche et développement, la partie recherche et notamment le drug design, le discovery en général, c'est assez avancé. Je pense que maintenant le challenge va arriver sur le développement clinique, notamment avec beaucoup de promesses sur le sujet, quoi. Effectivement, je suis d'accord aussi avec ce qui a été dit. Je pense qu'il y a pas mal de domaines dans le diagnostic où il y a une assez forte maturité technologique. Après, ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a une maturité dans l'usage ou dans la pénétration de marché. Et c'est un peu le challenge ici, de voir qu'est-ce qui est vraiment utile. C'est pas tout d'avoir un algorithme qui soit très performant à, je sais pas, reconnaître des fractures. Encore faut-il qu'il soit vraiment utile, que ça apporte quelque chose aux praticiens derrière et qu'il y a une valeur ajoutée du coup aux établissements ou aux professionnels de santé derrière. Moi, je compléterais en soulignant il existe des acteurs qui sont présents depuis extrêmement longtemps. Alors, ils apparaissent plus évidents aujourd'hui, mais ils ont déjà des solutions. Et dans le diagnostic, je pense à Médian Technologies qui est là depuis 20 ans. Et Ariana aussi depuis 20 ans. Donc souvent, le message, bien sûr, on vend du service, on vend une prestation. Alors, il y a une utilisation d'intelligence artificielle derrière. On ne le met pas forcément toujours en avant, même si c'est la mode aujourd'hui. Ceci étant, l'adoption se fait par qu'est-ce que vous fournissez exactement. C'est ça la clé. Oui, bon, je crois que tout a été dit, mais effectivement, dans la préparation, il y a un point que je trouvais intéressant, c'est que dans la préparation, on avait un peu mis en compétition deux mondes, la medtech d'un côté et la pharma de l'autre. Côté medtech, il y a effectivement tous les acteurs de l'imagerie qui sont très en avance pour des raisons notamment de la donnée qui a été numérisée beaucoup plus tôt. La n'a pas de suite derrière. Il y a maintenant l'explosion de tous les acteurs de la e-santé qui s'emparent aussi de cette IA et qui avancent très vite. Et en parallèle, on avait effectivement observé les pharmas qui étaient un petit peu moins avancés, moins matures dans cette adoption. Mais la différence est effectivement importante dans le fait que la medtech, l'IA, c'est vraiment l'objectif du produit qui va donc servir le soin. Là où pour la pharma, ça va être un outil pour réaliser le produit qui va réaliser le soin, en l'occurrence le médicament. Et donc dans le cas des pharmas, justement ce que fait des acteurs comme Ariana Pharma, ça va être de proposer des services pour accélérer ce développement. Et donc là, on parle vraiment de toute la chaîne de développement qui va être impactée par l'IA. Donc pour la pharma, c'est des choix à faire. Quel est le point à adresser en premier, avec quel acteur, etc. Donc ce n'est pas vraiment une différence de maturité, c'est vraiment aussi une différence d'angle d'attaque sur comment je vais adopter cette IA. Angle d'attaque, commençons par la donnée. Vous avez mentionné l'imagerie. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu plus de ce cas d'usage qui avance très très vite sur la prédiction ?
Alors oui, comme je le disais, donc l'imagerie c'est un des segments sur lesquels il y a le plus avancé, enfin en tout cas où il y a le plus avancé, oui, sur l'IA. Aujourd'hui, je pense que les plus grands équipementiers ont déjà des propositions d'IA dans leurs solutions. Comme je le disais, il y a un standard au départ de la donnée est numérisée, on a pu plus rapidement l'appréhender pour développer des algorithmes. La NAPAT arrive derrière, là c'est un peu la même histoire, mais la numérisation est arrivée plus tard. Il y a des problèmes de stockage aussi sur l'imagerie qui fait que c'est un petit peu plus retardé. Mais clairement, il y a des acteurs qui s'imposent sur ce domaine aujourd'hui, notamment en France, et qui savent se développer à l'international. Et effectivement, ça touche là encore de nombreux aspects. On a parlé de diagnostic, c'est le plus évident, mais aussi dans les essais cliniques, il va y avoir une utilisation de l'IA pour comprendre justement l'impact d'un médicament qu'on va pouvoir évaluer par rapport à l'image. Je voudrais rebondir effectivement là-dessus et donner peut-être un exemple aussi concret de développement clinique. On a un client américain, Anavex, qui avait un produit en phase 1-2 sur Alzheimer et puis qui voyait certaines limites et avec qui on a collaboré pour justement essayer d'identifier les populations qui allaient vraiment bien répondre à leur traitement. Et puis, secondairement, on leur a trouvé aussi des indications auxquelles ils ne pensaient pas. Donc ça a conduit à orienter les phases 2, 3 différemment. Et voilà, c'est ça aussi qui a amené des résultats, qui a donné beaucoup de succès en bourse d'ailleurs à ce client Anavex. Mais je pense que ça renvoie le fait qu'aujourd'hui, on va vers aussi de la médecine de précision. Moi, j'ai démarré dans la santé il y a 20 ans. C'était un peu le rêve. On découvrait l'ADN. On s'est dit, mais on va faire tout de suite des miracles. C'est compliqué, c'est long, les process. Mais finalement, pour moi, ça traduit une réalité. On va finalement, à partir d'identification, de biomarqueurs et de mise en relation, de données patients, avoir des thérapies plus ciblées. Et je suis convaincu que les médicaments universels, ça a vite ses limites, surtout face à des maladies complexes. Donc la pharmacie, l'industrie va aussi évoluer naturellement avec ces outils. Et si je peux juste, parce qu'effectivement, tu as tout à fait raison, et juste effectivement pour compléter là-dessus, en fait, là, on parlait des cas d'usage imagerie, donc diagnostic s'impose, mais dans les essais cliniques, en fait, c'est compliqué de juste cibler sur l'imagerie. Je pense qu'on est vraiment sur du multimodal, où ça va être la combinaison de ces différents types de données qui vont faire la force de ces biomarqueurs et de la précision de la médecine qui va être proposée derrière. Ça, c'est important, je pense, de bien pas trop segmenter, si on revient à la donnée, de pas trop segmenter justement les données. Et c'est important de les combiner pour arriver à cette précision. Ça met aussi en évidence que voilà, c'est un écosystème énorme avec tellement de situations, de choses différentes. Et il faut les applications, comme on disait, entre du diagnostic, c'est pas la même chose, mais in fine, c'est un état d'esprit finalement fonctionner avec l'intelligence artificielle. Et je vais peut-être compléter par le point de vue de l'investisseur, c'est comment financer ces progrès-là. Par exemple, dans l'imagerie, est-ce que ça va être une rupture technologique où tout d'un coup, il y a des nouveaux produits d'imagerie qui vont arriver, qui seront tellement meilleurs que les autres, qu'il y a une société qui va se dégager comme étant le leader mondial, donc un espèce de saut comme ça, ou bien petit à petit, l'aspect humain va être remplacé par la machine, ça va progresser gentiment et sûrement pour le patient, ce sera très bien, mais le saut de valeur ou la gentille pente montante se finance très différemment. Moi, je finance les sauts de valeur, enfin, j'essaie de les trouver. Il y a d'autres gens qui sont contents de financer doucement tout ce qui est banque, tout ce qui est private equity, etc. S'ils font leur 3X en 10 ans, ils sont contents. Nous, il faut qu'on fasse plutôt du 5X en 3 ans ou du 10X en 5 ans. Et donc, ce n'est pas le même type de financement qui va financer divers modes de progression. Et il faut que ces applications-là, et j'y crois complètement de l'IA en radiologie, est-ce que j'y crois pour mon business de venture? Je ne suis pas sûr. Je pense que ce que tu mets en avant sur ces sauts de valeur, justement, c'est ce qui a un peu du mal à appréhender aujourd'hui la pharma et a du mal à se positionner sur ce sujet de l'intelligence artificielle, la data, la digitalisation en général, parce qu'il y a énormément de cas d'usage. Par contre, qu'est-ce qui va émerger demain? Ce n'est pas encore tout à fait clair.
Après, j'aime bien prendre des analogies sur d'autres secteurs d'activité, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. À un moment, si on rate le cap, on va se retrouver dépassé. Si la pharma se dit non, mais bon, je peux me passer, je vais rester sur des méthodes traditionnelles, elle risque de rater le coche et de décrocher. Et je prends la téléphonie, parce que c'est peut-être plus parlant. Quand l'iPhone est sorti et qu'on a dit mais ce clavier numérique c'est mal foutu, et BlackBerry a dit mais non, moi je fais pas ça, ou etc. Ils se sont écroulés à un moment où Nokia, ils ont raté le coche. Donc si une pharma aujourd'hui n'intègre pas l'idée de ces outils dans son processus de développement, voilà, il va rater le coche à terme. Alors, maintenant, des pionniers, bien sûr, c'est toujours, on a envie de savoir qui vont être les acteurs, les leaders. C'est jamais ultra simple, et je comprends bien l'enjeu et la problématique. Pour moi, de toute façon, c'est une tendance lourde. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Après, il y a aussi une réalité économique, c'est la capacité d'investissement des différents groupes. C'est là où on voit une grosse différence entre vraiment les big pharma qui sont capables d'arroser tout le secteur, et des sociétés plus petites qui doivent faire des choix. Et donc, c'est pas évident. En tout cas, moi, moi j'étais il n'y a pas longtemps côté start-up, etc. Donc, je vais prendre cette casquette-là, où on avait vraiment ce souci en fait, d'aller chercher chez les pharma. On dit voilà, on a une solution à base d'IA, de machine learning, ce que vous voulez, qui exploite des données de biologie médicale. On a des choses qu'on peut vous apporter. Comment on fait pour travailler ensemble? Et en fait, on a toqué à beaucoup de portes. Et effectivement, ce qu'on a vu, et puis c'était vraiment cette approche de on sait qu'on veut y aller, enfin en tant que bipharma, on sait qu'on veut y aller dans l'IA, on ne sait pas trop encore, donc on regarde, on finance plein de pilotes, on fait plein de choses comme ça, mais en fait, il y a un peu cette... enfin pour nous, il y avait vraiment cet aspect de... Si vous voulez vraiment en expérimenter vraiment le plein potentiel, il va falloir vraiment que vous l'intégriez dans vos process, plutôt que juste financer un petit pilote sur le côté qui va vivoter et qui ne va pas finalement être intégré dans tout la pipeline, quoi. Donc il y a vraiment cet aspect de... Il y a à un moment donné un petit risque à prendre, donc voilà, c'est vraiment je trouve qu'on est encore à ce moment d'observation, d'essais, de petits essais. Et je me demande si on se focalise pas trop ici sur l'intelligence artificielle high-tech. Alors il faut, on est à Paris Santé Campus, on ne va pas faire du low-tech quand même. Mais la pharma sera peut-être plus intéressée dans un premier temps par des applications d'IA low-tech, écrire un protocole clinique complet, écrire un rapport d'expérience, etc., qui sont des choses qui sont déjà en cours, qui sont relativement faciles à faire et qui leur font gagner beaucoup d'argent. Plutôt que de faire du high-tech, ils vont peut-être attendre, faire quelques expérimentations, mais attendre de voir comment ça se dégage. Moi, personnellement, je suis très d'accord avec ça. Je suis persuadé que les premiers grande transformation d'usage de l'IA en pharma notamment, mais un peu même pour les professionnels de santé ou les patients directement, ça va être surtout dans la transformation, l'optimisation de process existants, quoi. Des choses un peu moins sexy que l'IA qui va prédire je sais pas quoi ou qui va reconnaître je sais pas quoi. C'est vraiment dans ce changement, cette amélioration des usages existants. Alors, peut-être pour compléter, je pense que ça va être un mélange des deux. Parce qu'il y a effectivement ce qui est possible de faire aujourd'hui et on tâtonne pour essayer d'automatiser des process. Et par rapport à ça, on avait l'exemple dans le cadre d'un APA projet PACIA, qui est un APA projet Île-de-France, où il y avait Septodon qui a témoigné sur cet APA projet, où ils avaient travaillé avec une boîte d'IA qui leur avait permis d'accélérer leur chaîne de production. Donc là, on était vraiment dans l'automatisation de la productivité. Mais en parallèle de ça, donc on en discutait tout à l'heure, il y a aussi, on le voit, des stratégies différentes qui sont adoptées par les big pharma pour quand même, sur l'IA qui va demain vraiment révolutionner, où on va faire de la recherche de cibles, on va optimiser les leads, etc. Là, il y a des stratégies qui sont développées par différentes pharma et donc qui sont notamment mis en évidence dans le AI Index Readiness des pharma. Donc il va y avoir les acteurs. Sur cet index, il citait, donc il y a des acteurs tels que Bayer qui va investir, qui va acheter des boîtes d'IA, donc vraiment pour intégrer cette IA, qui va aussi investir par son fonds dans différentes boîtes d'IA. Donc là, c'est vraiment être presque dans l'intégration immédiate. Il y a des acteurs comme il y avait Eli Lilly qui a mis 250 millions de dollars pour
travaillé avec Xtalpi, justement là pour développer cette IA. Donc c'est des investissements forts. En France, on a Sanofi avec Akemia qui a renouvelé son partenariat. Donc ça, a priori, ça veut dire qu'ils ont quand même réussi à faire des choses. Et puis après, il y a des associations, par exemple, je ne sais plus, je crois que c'est Merck qui a fait un laboratoire commun avec Microsoft. Donc là, on va plus être dans la recherche. Donc on est aussi dans le tâtonnement. Donc il y a du low-tech immédiat, mais il y a aussi des stratégies qui se développent pour être aussi dans la high-tech de demain. Et puis on parle de l'IA, mais j'avais aussi lu, je crois que c'est AstraZeneca qui s'intéresse à l'informatique quantique et qui est en train de chercher, quand l'informatique quantique sera prête, quels sont les cas d'usage dans lesquels je pourrais l'appliquer pour être encore plus efficient. Donc il faut être vraiment, je pense, dans la vision courte, mais aussi dans la vision longue pour ces acteurs-là. Avec le quantique, je pense qu'on en est encore à quelques années, si je ne me trompe pas, mais c'est vrai que c'est bien de se pencher sur la problématique maintenant. Et vous avez tout à fait raison, c'est à la fois donc de nouveaux business models qui émergent du style Ictos avec de l'optimisation de paramètres quand on est un peu coincé sur de la drug discovery. Et ça va être aussi de l'augmentation de capacité au jour le jour, remplir un dossier de go-to-market. Si c'est fait par une IA, c'est un certain nombre d'heures économisées. Et du coup, la question, ça va être pour vous, donc c'était multimodal. La réponse, c'était pas juste de l'IA, c'était différentes formes de technologies comme les jumeaux numériques. Est-ce qu'il y a un cas En tout cas, effectivement, ce on voit beaucoup d'initiatives en ce moment autour du... Enfin, on revoit beaucoup, ça fait des années qu'on parle de jumeaux numériques dans tous les sens. Là, effectivement, peut-être, si on voit l'IA en tant que modèle, modélisation un peu plus pimpé, si je puis dire, par rapport à ce qu'on pouvait faire avant. C'est vraiment ça. Les approches de jumeaux numériques sont comment est-ce qu'on arrive à modéliser quelque chose, que ce soit un organisme, une chaîne logistique ou des choses comme ça, avec des modèles de plus en plus complexes qui prennent de plus en plus de données, de modalités différentes, comme ça a été dit avant. Et effectivement, une fois qu'on a ces modèles en place, on peut en faire un peu ce qu'on veut. Après, toute proportion gardée, il y a énormément de biais dans la récolte des données, etc., qui font qu'il faut vraiment interpréter ce qu'on fait avec ces modèles au vu de ces biais-là. Mais une fois qu'on a ces modèles-là, effectivement, on pourrait simuler si j'ai un jumeau numérique, entre guillemets, d'un humain via son génome, sa biologie, ses radios, que sais-je, ses consommations de soins. Derrière, je peux me dire, OK, si je change tel ou tel paramètre dans ce modèle, qu'est-ce qu'il advient de cet être humain que je simule, quoi. Donc c'est un peu ça, alors le mot est un peu fort, c'est pas un fantasme du numérique, mais en tout cas on s'approche d'une modélisation de plus en plus complète. Pour autant, on est quand même encore assez loin d'avoir un modèle suffisamment robuste pour qu'on fasse confiance à, je sais pas, j'ai un modèle humain que j'ai avec toutes les prises de sang qu'il a eu de tout au cours de sa vie. Si jamais je modifie tes paramètres, qu'est-ce que ça va faire? Ou je peux simuler peut-être le test d'un médicament sur ce modèle-là, qu'est-ce que ça va faire? Et on est encore un peu loin de faire confiance complètement au résultat du modèle. Donc voilà, mais c'est un peu ce qu'on voit, nous, fleurir en tout cas, de notre côté, de tout ce qui est approche du monde numérique. Tout à fait, je pense qu'on est encore un peu dans le fantasme. Il y a quand même pas mal d'années où on va encore faire des tests avec les humains. Par contre, je pense que assez rapidement, on va arriver sur une capacité, tu parlais de médecine personnalisée, là on va être capable de vraiment cibler beaucoup de populations d'un coup et faire des choix plus rapidement, donc ça va être un vrai gain là. Sur le jumeau numérique, il ne faut pas oublier d'où on vient. Le jumeau numérique, il vient de la mécanique. C'était le moteur Rolls-Royce où il y avait le jumeau numérique du moteur Rolls-Royce. On comprenait exactement ce que faisaient toutes les pièces et comment elles s'usaient, etc. Le modèle était parfait. On fait maintenant l'analogie avec le corps humain. On arrive très difficilement à modéliser le fonctionnement d'une protéine. Une cellule, c'est même pas la peine. Un organe, n'y pensons pas. Le corps humain, c'est complètement hors de portée pour les 3000 prochaines années à peu près. Donc, il vaut mieux parler de l'application du jumeau numérique, c'est-à-dire un jumeau numérique qui modélise à très basse résolution le fonctionnement de moi, par exemple, va permettre de faire un bras contrôle beaucoup plus facilement d'une étude clinique. Là, l'application a un sens. Mais justement, l'évocation du fantasme est importante. Quand on parle de jumeaux numériques, il faut rester prudent. Le fantasme, il n'est pas à portée de main. Non, encore une fois, tout a été dit, mais je suis une ancienne de Dassault Systèmes, donc effectivement, le jumeau numérique,
Quand il s'agit d'une usine, ça marche très bien. On a vu aussi, pendant le Covid, ils ont pu simuler la distribution du virus dans un hôpital. Donc ça marche très bien. Quand il s'agit du corps humain, c'est une machine qui est un petit peu plus complexe à modéliser, déjà parce qu'on ne comprend pas, on ne sait pas formaliser tous les paramètres. Néanmoins, c'est une belle vision. Et comme le disait Eric, je pense qu'effectivement, c'est effectivement en bas pixels, si on arrive quand même à faire des modèles qui sont pertinents. Et on avait discuté là encore dans la préparation, il y a effectivement eu l'étude Nova Discovery récemment qui montre qu'effectivement, on peut quand même avoir des résultats. Alors, c'est comme on se le disait, il faut que ce soit réplicable. On va voir si ça l'est. Mais ce premier résultat est assez prometteur pour l'avenir du développement des médicaments, notamment des essais cliniques. Pour ceux qui ne la connaissent pas, en fait, qui connaissent pas cette étude, c'est effectivement Nova Discovery qui a réussi à simuler 5000 patients en un mois et qui est arrivé au même résultat de l'étude. Donc, c'est une étude d'AstraZeneca, Flora 2, qui a duré 3 ans avec 300 patients. Et à la fin, c'est les mêmes résultats. Donc, en termes de coût, en termes de temps gagné, la réponse est évidente. Est-ce que ce sera réplicable ? Est-ce que c'est réplicable pour tous les sujets ? Ça, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, il y a des belles promesses. Et je me demande, dans le cas d'entreprises qui ont de belles promesses et qui ont peut-être travaillé seules sur leur business model et ensuite qui viennent chercher votre regard avec ça en termes de stratégie, est-ce que, dites-nous, elles sont parfois un peu loin du ballon ou elles sont au courant ? Il y a des sociétés qui sont très orientées sur la technologie, qui ont un petit peu oublié de regarder le marché adressable. Donc, s'il n'y a pas de cas d'usage derrière, on risque d'avoir un problème. Donc, nous, notre rôle, c'est de comprendre un petit peu sur quel marché ils vont pouvoir aller et les orienter au mieux sur leur stratégie justement de pénétration, alors que ce soit sur des cas d'usage, différents types de géographie, etc. Vous pourriez nous donner un exemple qui vous a marqué ? Et déjà, je peux pas trop en parler. Non, mais des exemples, c'est des sociétés qui font de l'analyse, par exemple dans le cadre de l'IVD, qui réfléchissent en fait à juste un modèle économique en fait, parce que c'est aujourd'hui dire est-ce qu'on va être remboursé, pas remboursé, est-ce qu'on va être utilisé, par qui. Voilà, donc dans le cadre du diagnostic, typiquement aujourd'hui, c'est un monde qui bouge beaucoup avec des modes de remboursement qui évoluent. On sait qu'on va être de plus en plus remboursé dans le cadre du diagnostic, mais ce n'est pas encore très bien formalisé. Donc il y a des vraies réflexions sur les différents business models pour que ça soit pérenne. Effectivement, j'ajouterais, c'est un des points clés aussi qui se formalise, c'est le business model et les remboursements, ou même on le voit nous-mêmes dans les discussions avec l'industrie, comment on fait un partage juste de valeur, puisque si on vous fait gagner du temps et de la probabilité de succès, on vous crée énormément de valeur. Voilà, donc tout ça, j'ai envie de dire, ça fait partie de l'ensemble qui doit aussi se construire et qui... Voilà, il y a plein de nouveautés finalement. Direct. C'est la question de l'adoption qui est toujours la question centrale de tous les dispositifs de santé ou les stratégies de santé qui impliquent de la technologie. C'est qu'en général, ces produits-là ne sont pas vraiment les bienvenus. Je ne vais pas acheter un produit qui va me faire virer 3 mois après. C'est pas très humain. Ou bien je ne vais pas acheter quelque chose qui va me demander, moi, le médecin complètement surmené, qui n'a même pas de temps pour ma famille, de faire 3 mois d'apprentissage d'une nouvelle technologie. Ça ne peut pas marcher. Et donc, il faut vraiment que les concepteurs de produits à base d'IA, comme tous les concepteurs de produits à base de technologie, pensent vraiment à humaniser leurs produits de façon à ce que la transition vers le praticien soit la plus simple possible. Et ça, c'est un problème général et très difficile à résoudre. Et c'est là qu'on voit la différence entre les sociétés matures et les moins matures. Les matures sont en train de résoudre ce problème. Après, je pense que c'est très bon cas de figure, comment l'adoption se fait. Et on se rend compte que des fois, on voit beaucoup de freins parce qu'effectivement, on dit non, mais ça va réduire mon travail ou voire le supprimer. Moi, un exemple que j'ai vécu et que j'ai suivi, un business case, c'est la chirurgie robotisée. Au début des années 2000, il y a un acteur américain qui débarque. On dit, mais pourquoi les chirurgiens qui se sont cassés la tête à faire des études, à manipuler, etc., il faut qu'ils recommencent tout à zéro, à manipuler un joystick. Donc, ça paraissait un peu fou. Et quand je discutais avec Intuitive Surgical sur leur robot Da Vinci, voilà, est-ce qu'on va vraiment réussir à faire adopter ça ?
on voit aujourd'hui comment le succès que ça a eu. Donc des fois, ça paraît pas si simple, et une fois qu'on l'a essayé et qu'on voit l'efficacité, on se rend compte à quel point c'est quand même génial. Donc pour moi, on a des similitudes. Bien sûr, les délais des fois sont plus ou moins longs, mais à un moment donné, tiens, c'est quand même génial. Je reviens à mon histoire de téléphone. Voilà, à un moment, on se dit, non, mais c'est quand même des outils ou des pratiques qui nous simplifient, nous changent la vie. Donc l'adoption, elle va venir de différents biais, mais et bon, c'est une question aussi d'efficacité. Et je pense un très bon exemple. Je pense un très bon exemple aussi intuitive, la chirurgie. Et puis je pense que ça va être pareil pour beaucoup de solutions à base d'IA, en tout cas les solutions qui en général veulent changer les pratiques. C'est vraiment cette nécessité d'accompagner ce changement de pratique, quoi. Intuitive a énormément investi dans l'accompagnement justement des chirurgiens pour vraiment être là avec eux, changer les pratiques, etc. C'était pareil pour même Doctolib. Au début, en arrivant, ils ont complètement changé les choses. Et en fait, c'était une énorme équipe de personnes qui allaient voir tous les professionnels de santé pour vraiment les accompagner dans ça. Et ça, c'est vraiment important, quoi. Là où c'est un tout petit peu schizophrène, c'est qu'il y a un sujet d'adoption. Là, je pense aux praticiens, par exemple des radiologues qui vont utiliser un certain nombre d'outils d'intelligence artificielle. Mais en même temps, dans leur tête, il y a je vais me faire remplacer. Et clairement, je pense que dans certains cas d'usage, va y avoir un changement profond de l'écosystème. Donc, je pense qu'aussi, il y a une question un peu schizophrène de si je l'adapte, si je vais mourir. Donc, Oui. Alors après, je vais dériver sur d'autres choses et voir les excès aussi qu'on peut avoir avec les outils. Les hôpitaux sont débordés, les infirmiers sont débordés. Donc, comment on fait pour soulager un petit peu tout ça ? Et moi, avant cette réunion, hier, je découvre un cas que je ne savais pas aux États-Unis, mais finalement, où l'intelligence artificielle devient prescriptive. Et avec des dérives fortes sur le sujet où c'est les compagnies d'assurance en amont qui disent en fait, si vous prescrivez pas ça à travers l'outil, je vous rembourse pas. Et le médecin ou l'infirmier dit moi je pense que c'est une connerie. Et il y a des patients qui sont morts à cause de ça. Du coup, il y a des procès. Enfin, bref. Donc, pour moi, là, c'est la dérive et la complexité de l'intelligence artificielle qui devient un outil d'aide ou qui devient un peu une obligation d'usage. Donc, on tâtonne. Voilà, c'est aussi ça qu'il faut avoir en tête. Ça va pas... C'est une révolution en cours. Il y a plein de freins de toutes sortes. Ça ne va pas nécessairement fonctionner de façon simple, mais on y arrive. Il faut juste être vigilant. Et dans le cas spécifique des radiologues ou des anapathes, en l'occurrence, c'est un métier où il y a de moins en moins de médecins, en fait. Donc, c'est vraiment une solution qui va plutôt permettre que cette discipline perdure, en fait. Donc, je pense que... Alors après, comme on disait, l'imagerie est peut-être plus avancée que d'autres domaines. Mais effectivement, là, pour le coup, je pense que c'est plutôt... l'adoption arrive assez facilement parce que ça leur permet d'être plus avec le patient, en fait, au lieu de passer, parce que les images sont triées, etc. Maintenant, l'adoption, elle passe aussi par lui, qui est importante, parce que comme on le disait, les médecins ont peu de temps, et en fait, même les plus convaincus par l'IA, pour avoir parlé avec certains d'entre eux, disent, moi, avant tout, je suis médecin, je suis convaincu par l'IA, mais si je dois passer moins de temps avec mon patient et plus de temps sur la techno, je ne veux pas le faire. Et ça, c'est vrai pour l'IA, mais c'est vrai aussi pour la data, qui est un vrai sujet, où en fait, collecter la donnée, aujourd'hui, la data, c'est quand même la base de l'IA, et aujourd'hui, collecter la donnée, on leur demande d'avoir de la donnée structurée, on leur met des logiciels pour que la... En fait, non, on n'a pas le temps, on rédige un rapport, c'est du free text, et voilà. Et donc, cette question de l'adoption par lui, elle est vraie aussi bien au niveau data qu'au niveau IA. Et je pense qu'il y a vraiment un effort à faire sur ces aspects-là pour la question de l'adoption, parce qu'une fois qu'on a cet outil dans les mains, quand on voit ce que ça apporte, je pense que ça va tout seul. Et je pense qu'important aussi, c'est... tous ces aspects de responsabilité à avoir en tête. C'est in fine un radiologue qui a peut-être un peu, en tout cas, prévu peur de se faire remplacer par la solution. Enfin, au final, si jamais il y a une erreur dans le diagnostic, il va falloir blâmer quelqu'un aussi, quoi. Et c'est pareil, par exemple, je demande à un collègue anapathe de me donner le diagnostic qu'il pense. En fait, il y a une question de confiance, parce que je fais confiance à l'humain, mais il y a aussi une question de responsabilité. C'est que effectivement, le diagnostic qui est posé de lésion précancéreuse, par exemple, c'est quelqu'un qui me l'a donné, et si je prends ma décision moi vis-à-vis de ça, c'est sa responsabilité à lui, à ces personnes-là, si jamais il y a une erreur. Donc, il y a vraiment cet aspect-là qui fait qu'en fait, peut-être cette peur du remplacement, quand on le voit parfois, en tout cas, c'est comme ça qu'on la ramène un peu sur Terre aussi, en général.
Et après, en remplacement, après je termine là aussi, c'est en tout cas, moi ayant été interne, à un moment donné, il y a effectivement beaucoup de tâches d'interne qu'on est ravi de donner à l'IA, d'arriver avec sur des images de radio et de passer des heures à entourer un organe pour mesurer le volume sur la radio, ça on est très content. Pardon, mais Sur la notion de responsabilité, c'est intéressant. Aux États-Unis, bon, comme souvent sur ces sujets-là, ils essayent d'être un petit peu en avance sur nous, avec des dérives. On voit que le deuxième avis peut être maintenant donné, dans le cadre de la radiologie, par une IA et pas validé par l'homme. Donc, avec une responsabilité de la solution qui est engagée. Il n'y a pas encore ici, mais c'est intéressant de voir comment il fonctionne. Et donc, les sociétés d'assurance ont accepté cette double vérification qui est obligatoire, mais par une machine. bon, c'est vrai que c'est compliqué et je pense qu'on est face justement à ces cas de figure où il faut faire la part des choses. Moi, je maintiens qu'il y a des tas de tâches où finalement le praticien, s'il peut s'en passer, il est quand même bien content d'y échapper. Et je vois ça dans d'autres applications. Moi, je viens aussi du monde de la finance. On se dit, bon, bah voilà, finalement, avec l'intelligence artificielle, la finance va se faire tout seul. Bon, d'abord, c'est pas vrai. Mais bon, quand j'ai mon comptable qui dit, bah moi, saisir des écritures comptables dans le logiciel, ça me passionne pas du tout, quoi. Si une machine le fait à ma place, c'est d'autant mieux. Donc, ça se transpose partout. Et donc, bien sûr, il y a du pour et du contre, mais globalement, c'est des outils qui aident et après, il faut trouver des garde-fous. Et je voudrais parler du contraste qu'on voit souvent entre la logique la plus forte et les habitudes bien ancrées. Et pour provoquer mon voisin d'Ariana, je vais parler du diagnostic en oncologie. La logique veut que pour un patient donné, sachant qu'on a des données sur son ADN, sur son ARN, sur son histoire médicale, etc., et sur toute la littérature oncologique, l'oncologue n'a pas la capacité d'avoir toutes ces informations en tête pour prescrire ce qu'il faut pour ce patient-là. Donc les systèmes experts devraient se vendre comme des petits pains. Ce n'est pas le cas. Et la raison, c'est que les habitudes en place sont que l'oncologue moyen, je ne parle pas du grand prof de l'IGR, je parle de l'oncologue moyen qui dit « moi je fais A, ensuite je fais B, ensuite je fais C, et si l'algorithme de traitement ne tient pas sur la paume de ma main, c'est trop compliqué pour moi. » Et ne me parlez pas d'IA. Donc la logique va finir par gagner. C'est évident, les générations vont être remplacées, etc. Mais ça va prendre combien de temps? Ça va prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans? C'est ça qu'on ne sait pas. Moi, je vois aussi à travers des exemples, et je pense que tout le monde en a autour de soi, justement en oncologie, où on voit bien combien c'est compliqué. Et moi, j'encourage d'ailleurs les gens à titre individuel, en tant que patient, aussi de s'informer et de comprendre. Et j'ai vu plusieurs fois des cas où il y a des discussions, et finalement, même le patient émet des idées que n'a pas forcément le chirurgien. Donc bien sûr, voilà, on va... Encore une fois, l'IA, et si on n'a pas des données et tout, c'est pas si simple. Mais voilà, c'est une tendance lourde. Je pense qu'au fil du temps, on aura de plus en plus d'infos et d'aide à la décision. D'un point de vue réglementaire, est-ce que vous pensez qu'on est plutôt encouragé avec l'AI Act ou est-ce qu'on est un petit peu retardé? En tout cas, de notre côté, on voit l'AI Act d'un très bon œil, dans le sens où le texte en lui-même, il n'est pas... Où l'enjeu de ce genre de texte réglementaire, c'est de susciter la confiance des personnes sans être trop restrictif pour l'innovation, quoi. Il y a vraiment cette ligne fine à tracer. Il ne faut pas non plus avoir des choses trop contraignantes pour qu'on déploie un modèle là où il devrait être déployé. Et la manière dont a été construit le texte, en tout cas, nous, on trouve qu'elle est... à la fois pleine de bon sens et pas si contraignante que ça. Donc nous, c'est une bonne chose. Après, voilà, dans les faits, on va voir comment est-ce que ça va s'opérationnaliser, comment ça va se concrétiser sur le terrain. On commence à avoir déjà des acteurs qui se positionnent sur des labels, par exemple, pour garantir certaines choses qui sont propres au règlement. Je pense qu'on a une tendance en France, souvent en tout cas, à un peu surinterpréter certains textes et à mettre des contraintes autour de règlements propres à la France, par exemple, qui sont un peu plus contraignantes. Il va falloir faire attention à ça aussi. Donc voilà, il y a, en soi, le texte l'IA Act, il nous paraît très bien. Après, il va falloir voir comment ça va se décliner dans les prochaines années, quoi.
Bertrand, vous avez hoché la tête. Quid de Non, la mais compétitivité française? j'en parlais en préalable. Je trouve ça vraiment important. Et bien sûr, on peut voir ça comme une contrainte, nous, en tant que société, mais je suis convaincu que c'est aussi ça qui cadre les choses. Pour moi, je ne suis pas expert sur l'acte en question, mais ça me semble avant tout du bon sens. Et je garde en tête justement l'importance d'avoir de la bonne régulation pour éviter aussi des dérives, comme je citais l'exemple américain juste précédemment. Pour moi, c'est aussi effrayant justement que la société économique prenne trop le pouvoir également sur les décisions. Donc voilà. Ouais, du coup, j'aimerais bien votre point de vue à tous les deux. Peut-être que vous connaissez mieux ce texte que moi, mais je l'avais compris comme aussi étant potentiellement un vecteur contraire de compétitivité pour la France et l'Europe, puisqu'en fait, les acteurs européens devront développer des IA de confiance by design, ce qui n'est pas le cas aux US, et qui du coup fermera de facto la porte à ces acteurs-là pour favoriser les acteurs français. Ça, c'est aussi une réalité dans ce texte. En tout cas, sur l'aspect IA, ethic by design, ou effectivement, ça va être des grands mots. En fait, tout va encore jouer, à mon avis, dans la manière dont ça va s'opérationnaliser. C'est qu'est-ce que ça veut dire en fait derrière. Il n'y a pas de préconisation technique. Il y a des choses un peu basiques du genre, par exemple, il va falloir que dès une solution qui intègre de l'IA, en fait, qui est marqué quelque part que ça intègre de l'IA, ou alors que un utilisateur d'IA, que ce soit le professionnel de santé par exemple, ou le patient lui-même derrière, en fait, qu'il y a un moyen qu'il y a une sorte de stop switch. Je veux dire, je veux dans ma prise de décision pouvoir le désactiver ou pas, mais un peu comme un device, une machine, quoi. Donc c'est ce genre de choses là. Je suis persuadé qu'effectivement, je pense qu'on a cette envie de se dire, on a envie d'avoir de l'avance par rapport au reste du monde sur tout ce qui est éthique, et puis et je pense et d'IA responsable ou des choses comme ça. Ça, je pense que cet IA Act a été fait un peu dans ce sens-là aussi, mais je vois mal les acteurs hors UE, on va dire, ne pas arriver à s'adapter à ça, quoi. Tout dépend de quelle tribu on parle. Moi, ma compréhension très limitée de l'AI Act, c'est un dispositif anti-boîte noire, on va dire. Bon, ensuite, on va voir l'ingénieur, surtout l'ingénieur académique, qui a fait un truc extraordinaire. Ce sera une boîte noire. Les ingénieurs adorent les boîtes noires. Il n'y a qu'à demander à ChatGPT comment êtes-vous arrivé à la conclusion que vous venez de me dire. C'est pas la peine. Et donc, il y a vraiment une révolution culturelle à faire entre les ingénieurs qui adorent faire des boîtes noires et l'AI Act ou l'utilisateur qui a envie de savoir comment on est arrivé à cette conclusion. Et si le design de départ a été fait comme une boîte noire, ces gens-là vont se prendre le mur de l'AI Act. Ça ne va pas marcher. Et il y a pas mal de sociétés aujourd'hui qui se grattent la tête en disant comment on adapte notre produit à l'AI Act, et la réponse, c'est reprenez depuis le début. Et c'est clair. Après, moi, je prêche pour ma paroisse. Justement, on est anti-boîte noire. Et on pense justement démontrer que c'est beaucoup mieux à tout point de vue. Ça va dans le bon sens. Parce que, in fine, il ne s'agit pas juste de vendre les solutions. Il faut, à des praticiens, c'est aussi des patients. Voilà. Et d'ailleurs, souvent, on oublie ça. Bien sûr, le patient, il est souvent captif. Il dépend, il a confiance. Plus ou moins, mais il faut l'adoption, elle se passe partout. Et après, encore une fois, je suis peut-être pas objectif sur le sujet, mais je suis convaincu que l'adoption viendra aussi du côté explicable. Et juste pour le côté explicable, justement, je vais revenir un peu dessus. Ça fait quelques années qu'on entend parler effectivement de modèles explicables, d'IA explicables, etc. Je me demande si on se trompe pas un peu de terme ou en tout cas de débat, parce qu'en fait, dans le sens où il y a plein de choses qu'on utilise et qu'on n'explique pas. Un patient, il s'en fout de savoir comment son IRM marche, etc. Mais par contre, effectivement, moi je pense qu'il faut plutôt remettre sur la table le terme de auditable. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on va vouloir contrôler en fait certains paramètres qui vont être essentiels pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que ces modèles-là puissent être audités sur certains. Mais finalement, le fait de ne pas savoir expliquer exactement comment quelque chose a pris sa décision, je ne pense pas que ce soit tant que ça un frein, mais par contre, il va falloir que, effectivement, quand il y a une erreur, il va falloir qu'on puisse remonter un peu en arrière sur ce point précis-là, quoi. Voilà. Et plutôt que du coup de pouvoir vraiment regarder vraiment tout ce qu'il y a dans la boîte noire, mais plus sur certains points précis, voir quels inputs ont donné quels outputs, pour qu'on puisse justement pouvoir auditer ce genre d'outils. Est-ce que vous pensez que les cas d'usage
vont progresser à 2 vitesses, ceux où on a besoin d'un élément de confiance et donc de cette explicabilité, et je pense à votre business model où vous proposez de la drug discovery avec de l'IA, où de toute façon, on va tester justement les molécules qui ont été trouvées, qui ont été liées ensemble, de la même manière qu'on testerait en fait des molécules trouvées par des chercheurs ensemble. Déjà, on n'est pas dans la drug discovery, et c'est vrai on se focalise aujourd'hui beaucoup sur la drug discovery en IA, peut-être un peu moins sur le développement clinique. Je vais dire, on est sur quelque chose où on va peaufiner, dire ok, on va mieux cibler, mais voilà, il y a déjà eu pas mal de travail fait en amont. Alors, encore une fois, ça renvoie le fait qu'il y a tellement d'applications et de secteurs que l'IA est un peu un terme générique pour plein de choses, mais voilà. En tout cas, in fine, ce qui va ressortir, est-ce qu'on amène des bénéfices voilà, dans le développement clair. Des use cases que vous surveillez? Non, je vous en prie. Ah non, mais c'est juste pour, effectivement, sur cette question-là encore une fois, si on peut faire si on fait une scission entre des cas d'usage en fait qui vont être destinés aux soins directement, où effectivement il y a tout un aspect très réglementaire, très propre de marquage CE, de FDA approval, etc. Et tous les usages amont dans la R&D, finalement, dans la recherche, dans la drug discovery ou dans tous ces aspects où en fait là c'est un peu plus freestyle, si je puis dire, où en fait là, non mais c'est-à-dire qu'en fait libre à chacun d'utiliser les outils qu'il veut pour je sais pas, arriver à telle ou telle nouvelle molécule, et après derrière de les tester dans les process réglementaires existants, donc les essais cliniques, etc. quoi. Il y a vraiment ce distinguo, et puis donc voilà, versus dans le soin où effectivement il y a vraiment tout ce marquage anticipé, etc. Et je voudrais faire un glissement sémantique entre l'IA auditable et l'IA auditeur, parce que je pense qu'il y a vraiment un rôle important de modèles de big data, d'analyse d'images automatisées, etc., dans l'audit d'une procédure médicale, que ce soit une intervention chirurgicale, que ce soit l'analyse de comment ça se passe dans une salle d'attente, dans les urgences, enfin des tas de choses qui auraient besoin un petit peu d'être améliorées. Le fait de pouvoir capturer soit des images, soit des modèles d'organisation et leur mettre une note, les auditer en faisant est-ce que c'est efficace ce qu'on voit là ? Est-ce que cette opération a été faite sur les règles de l'art ? Le chirurgien n'aime pas être audité comme ça, mais c'est quand même important. Quelles sont les conséquences de telles décisions du chirurgien ? Par exemple, en chirurgie orthopédique, on a un petit peu effleuré le nerf. Est-ce que ça veut dire que le physio qui va prendre la suite ensuite devra faire attention à certains mouvements ou devra spécifiquement faire certains mouvements pour la rééducation ? Toutes ces choses-là sont un petit peu dans embryonnaire, dans l'enfance, mais l'intelligence artificielle peut à la fois venir auditer ce qui s'est passé et en tirer les conclusions pour la suite. Du coup, est-ce que c'est plus confortable d'être audité par un autre être humain ou par une IA ? Je pense que l'IA, si elle est bien faite et qu'elle est auditable, là ça devient compliqué, peut donner une garantie d'objectivité et de sérieux et surtout de comparaison entre le chirurgien à la Pitié-Salpêtrière et celui à Albert Einstein à New York, ce qui est très difficile à faire quand c'est un humain qui le fait. Tout le sujet en fait, audité, auditable, c'est un tiers de confiance en fait. Il faut avoir confiance en la machine. Donc c'est là où tout le rôle de la réglementation à venir a toute sa place, quoi. C'est vrai que pour cet exemple de la chirurgie, du chirurgien audité, c'est vrai que pour en avoir discuté avec certains collègues aussi, il y a d'une part ceux qui sont là, oui, moi je prône cette culture d'acceptation de l'erreur et de vouloir en fait justement améliorer mes pratiques. En gros, si j'ai pas de feedback sur ce que je fais, et du coup on voit qui commencent à installer dans leur blog déjà des systèmes qui vont capter un peu toutes les données possibles, que ce soit vidéo, images, son, etc. pour dire pouvoir s'il y a une erreur, pouvoir remonter. Donc c'est pas forcément de analyser tout le temps ce qui se passe, mais en tout cas s'il y a une erreur, de pouvoir remonter, voir un peu ce qui s'est passé et de donner des conseils. Et il y a l'autre clan qui va dire non mais c'est de la surveillance. Donc effectivement il y a cet accompagnement de changement de culture, parce que moi si je suis au bloc et qu'on me filme un peu tous mes faits et gestes, peut-être que du coup ça va m'induire à faire des erreurs parce que je vais être un peu trop essayer d'être parfait, etc. Donc, on a différentes réactions. Après, encore une fois, je vais pas ériger ça en modèle, mais moi je constate dans tout domaine d'activité, plus les gens sont bons et experts, plus ils sont humbles et ouverts.
Et peut-être revenir à la question personne versus IA. Donc une personne viendra auditer ponctuellement. Là, c'est stressant parce que probablement il y a un objectif derrière. Alors que si c'est une IA qui le fait en continu, là pour le coup, on est vraiment dans une amélioration en continu. Et effectivement, tout dépend de comment cette IA va être utilisée à la fin. Si c'est pour remettre une note au médecin, ça va pas être accepté. Par contre, ça peut être pour évaluer quelle est la meilleure pratique pour un acte. Typiquement, il y a une petite, des fois, il y a des choix qui sont faits, chirurgie versus radiologie interventionnelle, où par habitude on va plus par la chirurgie. Et néanmoins, la science montre qu'une intervention en radiologie interventionnelle aurait été plus efficace, aurait coûté moins cher et aurait eu un output pour le patient, un outcome pour le patient qui aurait été meilleur. Mais ça aujourd'hui, c'est pas ce qui se met en place. Donc effectivement, ces IA en continu, je pense qu'elles ne seraient pas perçues de la même façon qu'un humain en continu, et elles pourraient vraiment servir. Elle ne serait pas nécessairement réfrénée par le médecin, puisqu'elle aurait un objectif qui serait vraiment pour le patient, pour la compréhension et l'amélioration du système de santé. On voit un certain nombre de startups qui se lancent justement sur la récupération de ces données, le traitement de ces données pour... en fait, c'est le sujet de la formation continue du corps médical, en fait. Et il y a beaucoup de startups qui essayent de se lancer là-dedans. Le sujet, quand même, en fait, il n'est pas totalement aujourd'hui encore sur l'IA, c'est la data elle-même, en fait. La data disponible. Sur ce domaine-là, exactement. Et puis on parle beaucoup du chirurgien, mais moi j'aimerais bien parler d'un de mes chevaux de bataille favoris, c'est le psychiatre. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de psychiatres dans la salle, mais le psychiatre, ça me paraît être un bon cas d'école, parce que l'interaction entre le patient et le psychiatre, en général, ça se fait de façon hyper confidentielle. Il n'y a pas possibilité de comparer ce que fait un psychiatre et ce que fait l'autre psychiatre. Alors qu'il y aurait vraiment besoin pour savoir s'il y a des dérives, et puis surtout, en positif, pour apprendre aux psychiatres quelles sont les best practices dans leur domaine. Alors, ils vont dire, non, mais ce que je fais n'est pas comparable avec ce que fait mon voisin. C'est en fait pas vrai. Il y a 80% des questions-réponses qui sont assez standards, qui sont comparables, etc. Et en Angleterre, par exemple, ils ont réussi à avoir des données, en tout cas pendant le Covid, d'interaction psychiatre-patient par téléphone ou par SMS, etc. Ils ont commencé à faire des banques de données d'évaluation des psychiatres et de best practice. Et c'est extrêmement intéressant. Le niveau a augmenté et l'IA va aller se greffer là-dessus pour aller aider les psychiatres à aller au pas d'au-dessus. Et ça, c'est vraiment très important. Oui, complètement, et c'est vrai qu'on voit ça en France. Nous, là, en ce moment, il y a pas mal d'expérimentations dans pas mal de SAMU en France, un peu à gauche à droite, parce qu'effectivement, ils ont la chance, entre guillemets, d'avoir ces données qui ont été captées, qui sont quelque part, qu'on peut utiliser pour analyser justement les agents de régulation devant telles données qu'ils ont eues, qu'est-ce qu'ils ont pris comme décision, comment ils sont comportés. Et donc, on commence à avoir de plus en plus d'usages d'expérimentation autour de ça. La formation continue. Ah, vas-y. Non, juste pour rajouter, je suis très heureux de découvrir ce cas que je ne connaissais pas. Je rajouterais simplement qu'on n'a parfois pas besoin de données énormes, de bases de données énormes pour en tirer des informations pertinentes. C'est ce que montre aussi l'IA. C'est pas toujours, on n'a pas besoin de 100 000 patients pour tirer des conclusions. Donc voilà, je trouve que c'est aussi des exemples intéressants sur lesquels il faut réfléchir. Pour vous, quel est un seuil de données acceptable pour avoir un... Mais en fait, c'est bon, ça me fait sourire moi le premier, parce que quand j'ai mon patron qui me dit non mais nous, voilà, sur le cas qu'on a fait avec Anavex, on n'avait que 20 patients. Et on a pu faire énormément de découvertes et d'orientations et de résultats positifs avec un petit échantillon. Bon, évidemment, voilà, il faut avoir des données sur ces patients, mais on n'a pas souvent on fantasme sur l'IA, c'est parce qu'on va traiter 100 000 patients. Donc je pense que je ne connais pas le cas là, des psychiatres en Angleterre, mais je trouve ça extrêmement intéressant et je suis persuadé qu'effectivement, il y a des utilisations encore au-delà de ce qu'on imagine. On va bientôt ouvrir les questions à la salle. Du coup, la formation continue, les psychiatres, c'est des cas d'usage peut-être un petit peu insoupçonnés. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous surveillez de près ?
Alors, nous, chez Ariana, on intervient aussi sur des choses, des impacts environnementaux sur la santé. Et ça, je pense que c'est un domaine encore un petit peu nouveau, mais qui va potentiellement aussi se développer, puisqu'on se rend compte quand même que c'est extrêmement sensible et important, et que voilà, c'est des choses de santé publique où les populations commencent aussi à réagir. Donc, c'est peut-être encore un peu neuf, mais pour moi, au-delà de tous les aspects santé qu'on connaît tous classiques, je verrais peut-être bien quelque chose aussi se développer là-dessus. Au-delà de toute l'innovation de pointe qu'on associe à l'intelligence artificielle, nous on regarde aussi beaucoup on parlait de low-tech un petit peu tout à l'heure, tous les services supports en fait, aux services de soins ou à la pharma. Enfin, je pense notamment, il y a des sujets en ce moment qui arrivent en Europe sur la prescription numérique, enfin, tout l'administration des établissements de santé, etc. Donc, c'est les cas d'usage qu'il va falloir regarder aussi de près là, dans les prochaines années. Et pour reprendre ce que disait Bertrand, mais à l'envers, l'environnement influe sur la santé, mais la santé influe sur l'environnement. Le secteur de la santé, en particulier l'hôpital, c'est à peu près 8% des émissions de gaz à effet de serre en France. L'aéronautique, c'est 7%. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire. À chaque fois qu'on diminue ou qu'on augmente l'efficacité d'une procédure chirurgicale, parce que le bloc opératoire est le monstre climatique à l'intérieur de l'autre monstre climatique qui est l'hôpital. Quand on diminue un skin-to-skin de 30%, ça a un impact en tonnes de CO2. Donc il faut garder ça à l'esprit en disant toute efficacité, elle est bonne pour le patient, mais elle est aussi bonne pour la planète. Est-ce qu'on va aller vers un carbon score à l'hôpital et même sur toutes les procédures ? On devrait, mais la mission de l'hôpital, c'est quand même de sauver les patients. Ils considèrent tout ce qui est climatique comme un peu plus secondaire, mais ils vont s'y mettre. Mais ils s'y mettent, hein. Il y a déjà des réflexions en cours sur le sujet. C'était la thématique des JFR de l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, justement, sur ce lien entre l'hôpital et l'écologie. Est-ce qu'on va choisir nos procédures en fonction de leur frugalité ? C'est une vraie question. On a tous des amis véganes. On aura peut-être tous des amis qui choisiront leurs médicaments et leurs traitements en fonction de... Dans le soin, en tout cas, je pense qu'il y aura toujours cet aspect de à efficience égale, oui, mais on pourra faire le choix vers quelque chose de plus frugal mais il y aura toujours cette comment dire, je pense en priorité cette notion du soin, du meilleur soin apporté, je pense. Pour être légèrement provocateur, je dirais, on choisit quelque chose dans le système de santé ? Moi je vais prêcher contre notre paroisse. On est souvent à développer des solutions santé et des fois je me dis, mais plutôt que de faire du curatif et le préventif finalement, ça serait quand même peut-être quelque chose à privilégier et frugalité ou autre, mais c'est un peu le paradoxe. On développe des tonnes de solutions, on n'a jamais eu autant de maladies à traiter, donc est-ce qu'on se pose les bonnes questions ? Peut-être du coup pour répondre à la question initiale, et merci pour du coup l'idée, mais c'est qu'effectivement nous il y a pas mal d'usages qu'on peut faire, je pense, de l'IA avec, donc on parle de beaucoup de données ou de données de, et en fait il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec des données populationnelles et notamment pour éviter aux patients d'arriver justement à l'hôpital et du coup derrière d'émettre moins de carbone, etc. Mais effectivement, il y a des préventions et je pense qu'on a pas mal de données déjà sur le comportement de citoyens, de consommation de soins, de contact avec le système de santé, qui nous permettent de faire des choses, d'avoir des statistiques à l'échelle d'un département, d'une région, et en fait d'agir à ce niveau-là déjà pour aller en fait proactivement chercher les patients qui sont justement à risque d'eux et de faire des choses. Il y a beaucoup de choses à faire. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans certains systèmes de santé. On commence à voir en France, il y a des expérimentations en France sur tout ce qui est responsabilité populationnelle, justement, comment est-ce qu'on pilote à l'échelle d'un bassin de vie donné, et pas juste d'un département, mais d'un bassin organisé autour de l'offre de soins et de santé en général qu'il y a dans un espace géographique. Comment est-ce qu'on fait pour, en utilisant les moyens locaux, empêcher un patient diabétique, par exemple, d'arriver au stade d'après, de faire sa complication de diabète, par exemple. Et du coup, c'est, je sais pas, installer des choses au supermarché, c'est vraiment agir sur tout son environnement pour l'empêcher d'aller à l'hôpital, finalement. Et du coup, faire des économies, empêcher le patient de s'aggraver, etc., etc. Et ça, du coup, oui, il y a beaucoup d'usages de modèles qui gèrent des données de population qu'on peut utiliser pour, justement, faire faire des alertes, par exemple, à partir de signaux faibles, comme en pharmacovigilance, par exemple. Y a-t-il des questions ? Oui, j'aime beaucoup le thème de la prévention parce qu'il me semble que c'est un domaine dans lequel l'IA pourrait apporter beaucoup.
La difficulté, ça va être le financement de ces études, hein. Et parce qu'aujourd'hui, qui ça intéresse de faire ça? Ça n'intéresse que la puissance publique. Et donc, à votre avis, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent se passer dans ce domaine-là, vraiment? En tout cas, nous, à l'AIS, on est très friands de prévention. On porte en ce moment une stratégie prévention qu'on attend d'arbitrage, mais justement dans le but de financer, on va dire, l'expérimentation d'intervention en prévention. Mais pas toutes non plus. On fait énormément de choses un peu à gauche, à droite, pas très coordonnées en prévention en France, et surtout qui ne récoltent pas forcément de données pour démontrer leur valeur et derrière dérisquer un investissement qui soit public ou privé, enfin que sais-je. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment arriver, financer des projets, des expérimentations et intégrer dès le début la récolte de données suffisantes pour démontrer la valeur. Donc, que ce soit médico-économique ou médical, etc. Et ça, donc, ça c'est pour la première partie de la question. Et pour la deuxième, il y a effectivement la puissance publique. Il y a aussi les complémentaires santé, sur qui on compte beaucoup aussi et qui ont un grand intérêt à faire ça. Alors, beaucoup arguent sur le fait de, oui, il y a un gros churn dans les complémentaires santé, donc j'ai pas envie de financer l'état de santé pour que derrière mon patient il aille sur la mutuelle B, etc. Pour autant, il y a quand même des choses à faire. On a parlé avec pas mal d'entre eux et en fait, tout le monde est très partant, quoi. Il faut qu'on arrive à être assez créatif pour trouver un modèle pour que tout le monde y trouve son compte, quoi. Mais je suis persuadé qu'on va y arriver. Et je pense, pour compléter, qu'il y a un vrai marché économique avec des acteurs, notamment la santé numérique, se positionne beaucoup. Alors, c'est certes moins le marché des pharma, mais par contre, en santé numérique, il y a beaucoup d'acteurs qui se positionnent pour... et on parlait complémentaire, MoveCare, par exemple, c'est une de ces sociétés qui, justement, permet d'anticiper une rechute d'un cancer du poumon et qui, aujourd'hui, est remboursée. Et il me semble qu'au départ, c'était une mutuelle aussi qui avait financé son essai clinique. Donc... Oui, pour compléter, effectivement, ce qu'on voit avec eux aussi, c'est que les mutuelles, les complémentaires santé en général ont accès à une grande partie de la population et en fait, elles sont partantes pour expérimenter des choses aussi. Donc ça peut nous permettre aussi d'être des sortes de... Alors, terrain d'expérimentation, ça fait très cobaye, mais c'est pas vraiment ça qu'on veut. C'est vraiment, mais en tout cas, de tester des solutions à large échelle, d'ailleurs, qu'on peut généraliser à l'ensemble de la société civile derrière. Et est-ce que vous trouvez qu'il y a suffisamment d'interaction et de contact entre justement ces jeunes entrepreneurs qui ont d'excellentes idées, qui ont besoin de points de données et qui pourraient se tourner vers les mutuelles ou pas? On en parlait tout à l'heure, c'est le challenge des gens qui sont peut-être un peu dans leur caricaturalement dans leur garage pour développer leur. Franchement, je pense que maintenant il y a quand même beaucoup d'initiatives. Le lieu ici le montre aussi, donc je pense que maintenant, en fait, si on veut vraiment rencontrer les différents acteurs du secteur, oui, c'est possible. Ouais, et puis je dis ça, les mutuelles ne nous ont pas attendus pour en faire aussi, de la prévention, etc. Et en fait, quand on regarde, ils ont beaucoup d'initiatives d'accompagnement, de financement, ils investissent, etc. Donc il y a plein de choses possibles à faire. Effectivement, je pense que après, ce qui est difficile, effectivement, alors nous, c'est un des rôles qu'on veut jouer aussi, c'est de mettre en visibilité tout ce qui existe dans l'écosystème pour les innovateurs. Il y a beaucoup de gens qui sont effectivement en silo dans leur garage et pour qui finalement le monde de la santé est très complexe. Tous les acteurs, il y en a énormément. C'est très difficile. Même nous, on voit un côté France 2030. On nous dit souvent, il y a des appels à projets à gauche, à droite de partout. On ne suit plus rien. Donc nous, là, le but, c'est d'essayer de simplifier les choses aussi, d'avoir cet accompagnement d'innovateurs sur ok, là vous faites ça, il y a ça qui peut vous être utile, quoi. C'est encourageant. Y a-t-il une autre question? Bonjour, merci beaucoup. Donc, vous êtes deux, je pense, à avoir évoqué la question des erreurs et des procédures de justice. Où est-ce qu'on en est en fait de tout ça? Donc, vous avez mentionné des cas aux États-Unis d'erreurs avec des conséquences fâcheuses pour les patients, voire la mort, et donc des procès qui sont en cours. Donc, c'est définitivement hyper important pour tout le domaine parce qu'après, ça se rabat sur les assurances des fabricants. Il y a même des business models qui pourraient devenir plus viables pour ce genre de raisons. Donc, si vous pouviez commenter, donner un peu plus de détails, merci. J'ai découvert ce cas hier, donc je n'ai pas approfondi, mais ça m'a choqué profondément parce qu'effectivement, pour moi, c'est des dérives, mais il va forcément y avoir des effets au retour. Alors, c'est aussi un cumul potentiel d'erreurs prouvées, mais là, en l'occurrence, le cas que j'ai lu, la famille a attaqué, l'hôpital a payé 3 millions de dollars, voilà, mais ils ont reconnu leur faute. Bon, tout ça, c'est un peu nouveau, à mon avis, donc... ça va se cadrer, s'équilibrer. Mais après, j'en sais pas plus.
Alors, moi, à ma connaissance, j'ai pas, en tout cas, j'ai pas de cas comme ça, en tout cas en France ou similaire. Après, voilà, on a quand même quand il y a un device médical, enfin quelque chose qui a un claim, enfin comment dire, une prétention médicale derrière, on est obligé de passer par un marquage CE qui définit bien la chaîne de responsabilité aussi entre les fournisseurs, le constructeur, etc. Et tout. Donc il y a quelque chose qui est en tout cas, à mon sens, déjà là, pour que si jamais qu'il se passe quelque chose, les choses sont bien définies en termes de chaîne de responsabilité. Après, on sait toujours que voilà, il peut tout se passer en droit, hein, donc il peut y avoir quelque chose, on peut trouver une faille quelque part. Mais moi, je ne connais pas de cas, en tout cas à ma connaissance, qui est encore qui met en cause un système d'IA en santé. Je confirme, j'en ai parlé des amis justement qui se penchent sur le sujet, avocats, connaissent pas non plus en France des cas d'usage justement sur ce sujet-là. Aujourd'hui, donc il y a effectivement la partie responsabilité quand c'est un device, une solution avec le marquage CE, etc. Il faut voir que dans la chaîne du soin, aujourd'hui, la responsabilité, elle est quand même portée par les praticiens. Donc aujourd'hui, c'est encore l'humain quand même qui a vraiment derrière. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir une défaillance technique, auquel cas on attaquera sur le côté défaillance technique d'un outil. Mais c'est déjà le cas pour tous les autres types d'outils en fait. Une dernière question peut-être ? Bonjour, Florent Gérard Mercier, je suis chargé d'affaires chez Andera Partners. On parle d'IA très globalement, et juste vraiment pratico-pratiquement, je me demandais aujourd'hui dans les cas d'usage et dans ce qui est effectivement déjà sur le marché ou en développement, combien sont, disons, des simples règles de 3 ou des régressions logistiques et combien sont véritablement, je sais pas, peut-être du deep learning, des modèles complexes qui peuvent plus se qualifier d'IA plutôt que de simple machine learning. Oui, alors c'est sûr que c'est faire la différence à chaque fois, c'est bon entre les effets d'annonce et en tout cas, à ma connaissance à moi, des vrais modèles de deep learning sur le marché, il y en a. Alors en computer vision, il y en a pas mal quand même déjà, où en fait on est obligé donc tout ce qui est radiologie, ANAPAT, où aujourd'hui c'est un peu indispensable de passer par des modèles véritables de deep learning pour faire du traitement de signal. Et puis il y a tout ce qui est aussi système d'aide à la décision, tout ce qui est système de recommandation. Un peu à la Netflix, selon ce que vous voulez regarder, je vais vous recommander des prochains films. Ça aujourd'hui, on a des modèles à base donc, de deep learning, d'IA, que sais-je, qui sont beaucoup plus performants que ce qu'on avait avant. Donc tout ce qui va être recommandation de prescription, par exemple, des choses comme ça, on commence à avoir des solutions à base de ça. Après, pour effectivement tout ce qui est biomarqueurs digitaux, que sais-je, de modèles qui vont prédire l'arrivée de pathologies en particulier, des choses comme ça, effectivement, la frontière est très fine. Une régression logistique avec des paramètres assez bons, en fait, ça fait très bien le travail aussi. Donc voilà, sauf qu'en général, ce genre d'entreprise aussi ne font pas forcément la pub c'est un peu secret d'affaires, quel est le modèle qu'il y a derrière, quoi. Donc est-ce que c'est un vrai modèle de deep learning avec énormément de données ou qui fait mieux que des modèles classiques sur des données tabulaires, ou est-ce que ça va être une régression logistique, on ne sait pas trop. Je vais être très honnête, j'ai pas complètement tout compris, mais ça a l'air... On s'y penchera plus, du coup. Merci à tous pour votre attention et merci à nos intervenants. Bravo à tous. Et pour toutes ces problématiques tech et innovation, on se croise pour nos prochains cercles sur Décideurs Santé ou sur notre nouveau média Santé Future. Merci à tous.